Juste, Michael, tout à l'heure, a fait une petite synthèse. Moi, je vais juste évoquer quelques verbatims qu'Olivier a évoqués. C'est un peu une équation, hein, ce qu'a raconté Olivier. L'innovation, c'est gain de productivité plus compétitivité plus souveraineté. Le lien entre l'innovation et la recherche partenariale, c'est la résolution de problèmes concrets avec une vision client et marché, c'est quand même des mots importants. La recherche partenariale, finalement, c'est du contact, des échanges, de la mise en commun, de la mobilité. Un modèle inspirant, le modèle suédois, on n'en parle pas souvent, donc ça peut être intéressant d'aller regarder plus loin. Toujours un verbatim, le CUR, une rustine, pour compenser les coûts du travail en France. Un vrai enjeu, réfléchir à la fiscalité du capital français et ne pas oublier de favoriser l'entreprise. 15 minutes, c'était trop court pour qu'Olivier puisse tout nous exposer. J'espère qu'Olivier va rester cette journée et que vous aurez l'occasion d'échanger avec lui ce midi. Je vous propose un deuxième temps de témoignage. Alors, on était tout là-haut avec Olivier, et ben on va redescendre dans les ateliers, au plus près de la réalité industrielle, puisque je vais appeler à me rejoindre sur scène 3 industriels innovants. Une ETI positionnée sur le marché de la défense, la filiale d'un groupe de la filière du bâtiment et enfin une deep tech du secteur de la santé. Bienvenue sur scène à Cyril Poetsch, président de AEVA, Fabrice Decroix, directeur innovation de SICK en France et Thibaut Honegger, CEO et cofondateur de Netri. Messieurs, je vous invite à vous installer. Je vous en prie. Allez-y, Fabrice. Alors, je vais vous présenter, essayer de faire vos CV. Alors, Cyril, ingénieur du corps de l'armement, diplômé de l'école Polytechnique et de Super-Héros, Cyril a d'abord exercé diverses responsabilités au sein de la DGA, puis du groupe Safran, où il a dirigé notamment les essais en vol et les programmes de Safran Hélicoptère. Il dirige aujourd'hui la branche aéronautique et défense d'AECE Group et préside AEVA, qui appartient à une ETI, Gérard Perrier Industrie. AEVA conçoit, fabrique et maintient des équipements embarqués de haute technologie pour la défense. Fabrice a consacré une bonne partie de sa carrière dans la R&D du béton. Preuve que le béton, c'est pas figé. D'abord chef de projet ciment photocatalytique et ingénieur R&D chez Italcementi, j'espère avoir bien prononcé. Fabrice a assuré la direction technique adjuvant béton chez Sika pendant 11 ans, tout en étant membre du CTI CERIB. Il est directeur innovation Sika France depuis 7 ans et membre du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Et enfin Thibaut. Thibaut est CEO et cofondateur de Netri. Alors Netri, c'est une entreprise deep tech qui propose des solutions d'organes sur puce et des modèles in vitro interopérables conçus pour accélérer la découverte de médicaments et les essais précliniques en imitant la connectivité neuronale in vivo. Ingénieur diplômé de l'École centrale de Nantes, docteur en biotechnologie, une thèse CNRS, Université de Grenoble CEA. Il a poursuivi un postdoc au MIT et puis il a ensuite effectué quelques années en tant que chercheur au CNRS. Thibaut est depuis 2018 à la tête de Netri. Il nourrit en continu des partenariats publics-privés pour faire émerger un nouveau paradigme de R&D biomédical. Ça va? Je vous ai pas trop mal décrit? Bien. Alors messieurs, on a vu lors de l'expression de ces CV que, peut-être avant de poser cette question, je vais vous laisser la possibilité de représenter en quelques minutes votre activité, votre besoin d'innovation et la recherche partenariale qui en résulte. Je vais peut-être proposer à Cyril de démarrer. Bonjour. Bonjour à tous et tous. Oui, donc je représente aujourd'hui AEVA, donc je dirige, qui est une PME de 80 personnes. Comme tu le dis, Hélène, on est spécialisé aujourd'hui dans un domaine de niche sur l'aéronautique et la défense. Et on fait en particulier 3 choses. On fait des systèmes d'allumage pour turbines aéronautiques. On fait des capteurs, pression, température, vitesse. Et on fait des calculateurs embarqués critiques. On fait par exemple le calculateur de freinage de secours de la 320, et par rapport à l'actualité du week-end, j'espère qu'il ne fera pas parler de lui en immobilisant 6000 avions, mais pour le moment tout se passe bien. Voilà, donc AEVA, c'est en fait une PME qui a eu une histoire un petit peu mouvementée, qui a eu pas mal de rachats successifs, qui a fait partie d'un grand groupe anglo-saxon, la Megit, et qui a été racheté par une ETI familiale, donc Gérard Perrier Industrie, il y a maintenant 5 ans.
Alors pourquoi est-ce qu'on fait de l'innovation et de la recherche partenariale au sein d'AEVA? Je pense qu'il y a deux mots, et alors je ne pensais pas qu'on en parlerait autant, mais le premier mot c'est souveraineté, effectivement, et le deuxième mot c'est préparation du futur, et notamment de décarbonation. Donc on fait partie de l'écosystème aéro et défense qui est très très intégré en France, avec une supply chain qui fonctionne très bien et très adossée à leurs donneurs d'ordre. Et l'objectif de cette supply chain, c'est vraiment de maîtriser tous les composants critiques pour pouvoir fabriquer des avions, que ce soit des avions civils et des avions militaires. Et là-dedans, pour fabriquer par exemple un Rafale, il faut pouvoir allumer le moteur, il faut notamment pouvoir fabriquer la bougie du Rafale qu'on fabrique chez AEVA, et qui est un équipement particulièrement complexe, soumis à des températures de plus de 1000 degrés, donc très, très particulier. Dans l'histoire d'AEVA, et notamment par son passé Megit, il y avait des compétences et des fabrications qui étaient parties à l'étranger, notamment la fabrication des céramiques pour fabriquer la bougie. La bougie du Rafale, vue de loin, ça peut ressembler à une bougie automobile ou les bougies d'un 103 SP qu'on a pu changer dans notre jeunesse, mais même beaucoup plus technique. Mais donc il faut fabriquer ces fameuses céramiques de la bougie avec des céramiques isolantes et des céramiques semi-conductrices. Et pour pouvoir se réapproprier cette technologie, on avait besoin de s'appuyer sur des labos extrêmement spécialisés. En l'occurrence, là, il s'agissait du CTTC de Limoges spécialisé dans la céramique. Et c'est grâce à cette association et grâce à ce labo qu'on a pu maîtriser tous les paramètres de fabrication de la céramique, mettre en place une ligne pilote de fabrication et la réinternaliser chez nous. Donc avec l'objectif de remaîtriser l'ensemble du processus de production et de retrouver notre souveraineté dans le domaine. Donc deuxième sujet, au-delà de la souveraineté, je parlais de la préparation du futur. Là, on a lancé un deuxième projet de R&D sur une nouvelle famille de capteurs de pression, toujours très très en lien avec les donneurs d'ordre, notamment Safran, avec qui on travaille beaucoup. Là, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à l'avion du futur et aux exigences des futures architectures des aéronefs. Et on a lancé tout un projet de redéveloppement donc de cette famille de capteurs de pression avec un dispositif qui s'appelle le CORAC PME. Là, le CORAC, c'est le comité de recherche pour l'aviation civile. Et ce dispositif nous a permis de nous adosser à des sponsors, donc aux donneurs d'ordre, qui nous ont donné des specs et confirmé leurs besoins, qui ont permis de s'associer à un certain nombre de laboratoires. Là, on travaille en l'occurrence avec un laboratoire qui s'appelle l'UTOP, qui est à Tarbes, et qui nous permettent de travailler, de rassembler l'ensemble des savoir-faire nécessaires pour bâtir cette future famille de capteurs de pression qui répondra à des exigences aussi très critiques, et dans le même temps qui nous permettra aussi de retrouver de la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise française qui fabrique ces cellules de capteurs de pression. Merci Fabrice. Est-ce que je peux vous poser la même question? Pouvez-vous nous présenter votre société et nous dire pourquoi l'innovation est absolument essentielle pour Sika France? Alors, vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors Sika, c'est une entreprise suisse et moi j'ai en charge la partie innovation sur la partie France, sur Sika. Sika, c'est un leader de la chimie du bâtiment. On travaille sur de l'étanchéité, de la réparation, du collage et Alors le collage, par exemple, on colle des éponges, donc vous connaissez bien les éponges Pontex, on colle les pansements Ergo, on colle des pales d'éoliennes, on colle des laisses de machines à laver, on colle des pare-brises de voitures. On dit qu'il n'y a pas une voiture sur deux qui n'est pas avec un joint Sika autour d'elle. Pour la partie Innovation France, on essaye la raison d'être du laboratoire Innovation France, c'est toute technologie qui nous permettrait de ne pas atteindre 2 degrés à 2050, ça nous intéresse. Aujourd'hui, c'est plus de 2 degrés, c'est 2,7 si vous avez vu ce qui se passe avec le réchauffement climatique ou dérèglement climatique. Et donc, on est très ouvert à toute technologie qui permettrait de faire ça. On est confronté aussi à des problèmes de matériaux, donc d'économie circulaire. On essaye le réemploi. Et bien sûr, donc, dans la partie bâtiment, il y a une grosse partie sur la décarbonation.
on essaye toute technologie qui nous permettrait de réduire l'impact carbone de nos matériaux et de séquestrer, capter, utiliser ce CO2. Merci. Cyril, un peu la même question pour vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de Nitri ? Sur votre site, c'est quand même écrit Deep Tech ici de 10 ans de recherche académique. Et puis, on a un peu préparé la table ronde. Lors de la préparation, Thibaut m'a dit moi, j'ai 3 casquettes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 casquettes ? Alors, merci Hélène. Je pense que vous avez parfaitement résumé ce que fait Nitri. Je vais un peu le reformuler, si vous me permettez. L'idée, c'est de partir d'un constat, c'est que pour développer un médicament aujourd'hui, on met à peu près 15 ans, 1 à 2 milliards d'euros avec un taux d'échec de 9 sur 10. C'est pour ça que le médicament coûte aujourd'hui très cher, comme des anticancéreux qui coûtent jusqu'à 150 000 euros par an à vie. C'est un problème de santé publique quand même, et surtout on a démontré que pendant le Covid, on pouvait aller vite. On a quand même développé un vaccin sur une technologie complètement disruptive, en peu de temps, à des coûts qui ont été quand même relativement abordables, malgré la pression du fait qu'il fallait aller vite. Et donc si on regarde un peu pourquoi est-ce que depuis 30 ans on a toujours des échecs systématiques qui deviennent de plus en plus récurrents, principalement parce que la façon dont on développe des médicaments est basée sur l'expérimentation animale. Vous n'êtes pas sans le savoir, il y a à peu près 140 millions de souris qui sont utilisées pour les fins d'expérimentation animale en développement pharmaceutique chaque année en France. Et malheureusement, les cellules d'une souris ne sont pas forcément celles d'un humain. Donc c'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant de plus accessible, indépendamment des considérations éthiques. Et il se trouve que dans mon parcours scientifique, comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de partir, grâce à une bourse DGA d'ailleurs, aux États-Unis, au MIT, pendant plusieurs années, où je suis tombé dans les marmites des organes sur puce. Alors sans aller dans la technique, simplement, mon professeur qui avait malheureusement sa fille qui avait la mucoviscidose, et la mucoviscidose, ça fait des années qu'on cherche, on ne trouve pas, a décidé de prendre des cellules de sa fille, de les remettre en cellules souches et faire des cellules de poumon, à l'identique de comment est-ce que les cellules de poumon sont faites chez le corps humain, dans le corps humain. Donc il a recréé un mini poumon sur puce, alors pas un vrai poumon, mais la fonctionnalité même du poumon. Ce qui a permis de développer de la médecine basée sur des cellules humaines et non plus sur des cellules animales. Et bien c'est tout là l'enjeu de ce que développe Nitri aujourd'hui, qui est aujourd'hui un plan de recherche de plus de 15 ans, puisque ça fait à peu près 15 ans qu'on est tombé dedans, où il y a tout un mouvement qui est en train de se passer dans le développement de médicaments pour passer des modèles cellulaires animaux qui vont encore rester, on ne va pas le remplacer tout de suite, mais des modèles humains, basés sur l'humain, qui peuvent anticiper les phases cliniques, ces fameuses phases où on teste vraiment chez l'humain. Et donc on a démontré chez Nitri notamment qu'on pouvait diminuer par 10 le nombre d'échecs sur les douleurs neuropathiques induites par des chimiothérapies. C'est quelque chose qu'on va rentrer dans les régulations de la FDA à l'IMEA. Et donc, pour faire simple, chez Nitri, nous développons des technologies qui permettent d'émuler, de faire des jumeaux biologiques avec des cellules souches, vos cellules, pour trouver le bon médicament pour le bon patient auprès des industriels pharmaceutiques. Donc, comme j'ai un peu dit, l'idée vient de quand même 15 années de recherche académique. J'ai rentré au CNRS il y a trop longtemps maintenant, où j'ai monté mon équipe de recherche, où j'ai eu la chance de rencontrer mon cofondateur Florent Lamindy, qui, en 2018, on a décidé de passer le cap entrepreneurial et donc fonder Nitri. Aujourd'hui, nous sommes 38 collaboratrices et collaborateurs. Nous sommes pratiquement rentables l'année prochaine normalement, ce qui pour une deep tech est assez différent, on pourra en parler si vous le souhaitez. Et surtout, l'essence même de la recherche partenariale chez Nitri était bien évidemment due au passé, puisqu'on licence nos propres brevets qu'on avait développés, mais aussi par rapport à la résilience nationale. Parce que développer des médicaments, pour la France, c'est quand même assez important, en tout cas en Europe. Et aujourd'hui, 100% de mes cellules, je les achète à l'étranger. 100% des cellules que j'utilise, je les achète aux États-Unis. Donc ça marche très bien pour les petits États-Uniens, en Angleterre et au Japon. C'est quand même dramatique que lorsque l'Europe impose des phases cliniques européennes, qu'on ne puisse pas imposer des phases précliniques européennes pour qu'on puisse avoir la diversité, l'hétérogénéité que ce dont l'Europe représente. Et donc c'est là où la recherche partenariale intervient, puisque nous sommes en train de dresser un tissu de partenaires académiques auprès des biobanques hospitalo-universitaires, de façon à ce que nous puissions bénéficier de tests humains précliniques avant les phases cliniques, grâce à ce tissu partenariat industriel et académique. Merci Thibaut. Alors en vous écoutant tous les trois, on se rend bien compte que vous avez des contextes très très différents, hein, défense, bâtiment, médical.
Pourtant, en vous écoutant, il y a quand même un point commun. J'entends du business model, j'entends du rentabilité. Donc, ce que je comprends, c'est que sans R&D, votre activité ne tient pas. Ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est comment vous sélectionnez les projets à mener, les raisons qui vous ont amené aussi à solliciter la recherche publique. Et je vais commencer par vous, Cyril. Quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit, chez AEVA, on ne peut pas décider un projet de R&D sur un acte de foi. C'était un mot assez fort. Et donc concrètement, j'aimerais savoir quels sont vos critères de prise de décision, quelle part prennent vos clients, vos donneurs d'ordre dans cette prise de décision, pourquoi vous faites appel à la recherche publique, et puis concrètement, qui vous sollicitez, quels sont les acteurs de recherche publique auxquels vous faites appel. Oui, donc alors effectivement, le premier critère, c'est un critère qui est bassement matériel. Moi, j'ai passé 20 ans dans un grand groupe et j'ai découvert l'univers de la PME il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Donc je vois ce que c'est la vie, ou même des fois un petit peu la survie dans les PME. Avec donc une entreprise comme AEVA, on fait l'année dernière 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de résultats. Donc si on se lance dans un projet, notre projet de famille de capteurs de pression, c'est à peu près entre 3 et 4 millions d'euros d'investissement sur 3 ans. On n'a pas droit à l'erreur en fait. Donc le premier sujet, c'est notre R&D, combien elle va nous rapporter. Nous, on ne peut pas attendre 15 ans avant d'avoir des résultats, c'est pas possible. Il nous faut des choses qui retombent très vite. Et donc c'est là où l'association avec les donneurs d'ordre et avec nos clients est particulièrement importante, parce qu'ils vont à la fois nous guider pour préparer l'avenir. Je parlais de l'avion du futur, du remplaçant de la 320, mais malheureusement ça sera un produit qui arrivera probablement à l'horizon 2035-2040, donc on n'a pas le temps d'attendre jusque-là. Et il faut qu'on puisse avoir aussi des applications à très court terme et pouvoir avoir des retombées de notre projet de R&D à l'horizon de 2 ans, 3 ans pour avoir des ROI assez rapides. Donc le premier critère, c'est évidemment un critère économique. Et le deuxième critère, en lien avec nos clients et donneurs d'ordre, c'est s'assurer qu'on a un marché et qu'on ne va pas investir pour uniquement se faire plaisir. Alors pourquoi les labos ? Je pense que là, le message clé, et je l'ai découvert aussi chez AEVA, c'est qu'on a la chance d'avoir en France des centres de recherche et des laboratoires qui sont extrêmement compétents, avec des compétences rares et très pointues sur certains domaines. Donc je les ai déjà cités tout à l'heure, sur les aspects céramiques, le CTTC de Limoges, pour moi qui est unique en la matière, j'en connais pas d'autres, avec qui on travaille déjà maintenant depuis quasiment 20 ans, et sans ce labo, on n'aurait jamais réussi à réinternaliser nos litres de production de céramique. Et après, avec nos sujets de capteurs de pression, tous les labos qui travaillent sur les matériaux, sur les cellules piézoélectriques, on a le SIE à Paris, on a le LAS à Toulouse, on a le LUTOP donc à Tarbes, donc pas mal de labos. Et à chaque fois, pourquoi on travaille avec eux ? Parce que c'est là qu'on trouve les compétences. On a vraiment les savoir-faire pour nous aider, pour construire nos projets. Et en fait, on ne les a pas trouvés ailleurs. Voilà. Et après, le dernier point vis-à-vis des labos, c'est que je pense qu'on est très complémentaires. Dans une PME, on n'a pas des ressources juridiques qui sont capables de faire des contrats de 100 pages, de travailler sur les problématiques de propriété industrielle, tous ces sujets-là. Donc ça repousse beaucoup sur des relations de confiance et des relations long terme. Et c'est vrai qu'avec tous ces labos de recherche, on a réussi à établir des liens qui font qu'on a confiance et on bâtit des relations très fortes ensemble. Et quelque part, on est très complémentaires pour préparer l'avenir. Merci beaucoup Cyril. Fabrice, la question va être proche. Vous l'avez dit au démarrage, vous visez des technologies un peu disruptives dans le bâtiment à fort enjeu transition énergétique et environnementale. Quand on a préparé l'entretien, vous avez donné des chiffres sur le coût de la recherche, qui reste un coût de recherche limité. Vous avez beaucoup parlé de ROI. ROI à démontrer en amont de vos projets de recherche. Comment vous arbitrez entre toutes les pistes possibles, comment les dynamiques d'acteurs de la filière entrent-elles en considération dans vos choix. Et puis, puisqu'on est sans langue de bois, vous avez évoqué lors de notre préparation des expériences avec plusieurs acteurs de la recherche publique, des très belles expériences, des expériences plus irritantes. Quelles règles pouvez-vous partager avec nous et qu'est-ce qui fait la différence pour vous ? Alors pour la première question qui concernait les choix stratégiques qu'on prend pour sélectionner un projet, bien sûr il y a le marché, c'est-à-dire à qui ça va servir, et puis l'enjeu,
Est-ce qu'il est national? Est-ce qu'il est international? Ensuite, bien sûr, il y a la partie retour sur investissement. Donc nous aussi, on est sur des retours sur investissement très courts. On essaye de ne pas dépasser 2 ans. Donc ça pose tout de suite la problématique de la recherche. Alors moi, j'ai la chance de travailler dans l'innovation. Alors je voulais juste rappeler l'innovation, la différence par rapport à la R&D. La R&D a fait des inventions. Une invention technologique, une invention de plein de types. Et nous, on essaye d'utiliser cette invention et de la rapprocher d'un marché potentiel. Et on se pose la question à chaque fois, est-ce que cette invention, elle a un usage? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Est-ce qu'elle a une plus-value? Est-ce qu'elle va servir le bien de tous? Est-ce qu'elle a un impact environnemental? Voilà. Moi, j'ai cette chance-là. Et quand j'ai des sujets qui nous reviennent où on se dit, pour ce marché-là, il nous faudrait une technologie qui n'existe pas, c'est là qu'on se tourne vers la R&D. Donc on renvoie la balle, entre guillemets, on dit on n'est pas prêt pour cette technologie, il faut investir en R&D. C'est pas moi qui investis dans la R&D. En revanche, j'ai essayé de le faire sur certains sujets, donc je vais vous parler de mauvaises expériences et de bonnes expériences. Alors, mauvaise expérience, ça a été sur un sujet, sur des matériaux à changement de phase. Donc j'ai rencontré des matériaux à changement de phase. Ils permettent de capter de la chaleur et en relarguer en fonction des températures ou s'il y a de l'ensoleillement ou pas, et donc de réduire au niveau de l'enveloppe du bâtiment l'aspect thermique, et vous vous doutez bien de ce qui peut se passer après pour le bâtiment. Il y a moins de chauffage, moins d'énergie, moins de carbone, moins d'impact. Alors, j'ai rencontré cette université qui avait développé un matériau à changement de phase très intéressant. J'étais très motivé. Et on a commencé à échanger. Et en échange, ils m'ont demandé, mais alors, quel va être votre volume dans les 5 prochaines années? Quels vont être les chiffres d'affaires que vous allez générer? Quelle va être la marge que vous allez générer? Et nous, on va prendre 50%. Alors, j'étais sidéré. Et donc j'ai dit, déjà, le marché, je vais le travailler, mais je ne vais pas vous le donner. Et la marge, je ne connais pas encore l'acceptation sur le marché. Ça se nécessite de le travailler aussi. Et, voilà. Et donc on a été bloqué très rapidement. On n'a pas pu faire affaire ensemble, malheureusement. Une expérience plus positive. Donc on travaille bien sûr sur de l'impression 3D, l'impression 3D béton. On se pose la question, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie, qui est une technologie push, qui est une invention, et là, on essaye de trouver un marché potentiel. Alors, bien sûr, on voit tout et n'importe quoi sur YouTube et tous les réseaux sociaux avec des applications dans le bâtiment, avec des ouvrages plus ou moins modernes et inventifs. Mais l'acceptation actuelle par le marché, elle n'est pas encore arrivée. En revanche, on a mis au point une technologie avec un partenariat industriel avec plusieurs acteurs, donc parce qu'on n'avait pas le savoir-faire. Et donc, comme d'autres, on va chercher le savoir-faire là où il est. Donc, on allait chercher un architecte designer à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis, qui a développé un système de conception qui permet de réduire jusqu'à 60% la quantité de matière. Et donc au niveau des armatures, c'est un système d'armature précontrainte qui a été mis en œuvre par la société Eiffage, sa filiale Aevia. Et on allait tester ça dans un institut Carnot, donc le CERIB, qui a pu mettre en œuvre une poutre précontrainte et tester à l'échelle 1 quasiment, donc on avait une poutre qui faisait 10 mètres de long, et on a pu la casser avec leur système ou l'écosystème qu'ils avaient mis en œuvre pour nous accompagner. C'était une très bonne réussite, et donc grâce à ça, on a répondu à un appel à projet CEREMA pour réaliser une vraie passerelle dans la vraie vie, et on espère pouvoir démontrer la suite. Voilà. Merci, je pense que vous parliez du Carnot MECD avec le CERIB. Thibaut, alors Thibaut, la question que je vais vous poser, elle est un petit peu piège parce que finalement vous avez eu les 3 casquettes, vous avez plusieurs casquettes. Pour vous Thibaut, quels sont les points forts des partenariats avec la recherche publique et à l'inverse, les principaux
obstacles que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur pour créer une véritable synergie? Alors, en fait, c'est quand on crée une start-up deep tech qui vient du monde de la santé, on est confronté à pas mal de freins. Le premier, c'est licencier ses propres brevets. Donc, pour le coup, faire des discussions de licence avec CNRS Innovation et SAM Transfer, c'est pas simple, mais on y arrive. Ça prend 2 ans. En même temps, il est important de sécuriser des fonds quand on veut faire une levée de fonds pour aller. Tant qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas les brevets. Tant qu'on n'a pas les brevets, on n'a pas les fonds. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ils ont relativement l'habitude de le faire. Et une fois qu'on a sécurisé ces brevets, il faut les mettre en œuvre. Et un des sujets clés, en tout cas de mon expérience chez Netri, c'est de transformer une invention en un produit. En un produit et trouver le bon market fit, donc surtout sur des innovations deep tech quand on est. Donc en introduction, je vous ai montré l'intérêt général, tout le monde y conçoit, mais il faut que les industriels pharmaceutiques, les institutionnels qui régulent et le marché trouvent l'intérêt immédiat. Et souvent, il y a un peu un serpent qui se mord la queue entre revenez quand c'est prêt, et on est prêt pour les industriels, qui accepteraient ce genre de technologie, mais il faut montrer suffisamment de preuves que la technologie marche pour répondre à leurs questions. Donc c'est un peu un cercle qui se construit d'investissement de la part du deep tech qui donc en même temps ne gagne rien. Donc là c'est un sujet d'investissement fondamental. Et en ce moment, dans les biotech, ça va pas très très bien. Donc c'est pour ça que Netri a décidé d'aller à la rentabilité rapidement. Et toujours investir, donc se concentrer, se focaliser sur des applications dont le marché est présent. Et c'est là où c'est un peu compliqué quand on a la double casquette entrepreneur-chercheur, c'est qu'on a envie de tout faire. Et on est très rapidement ramené à la réalité de non, concentre-toi sur une application, monte ton modèle économique et réplique ça sur d'autres cas d'indication. Et ça, c'est un des premiers points de se focaliser et de ne pas se disperser. Et quand on fait de la recherche partenariale, parfois, on a tendance à un peu se laisser aller sur on fait de la création, la sérendipité créative. Le deuxième point, c'était, nous, on est passé au bout de 4 ans, donc on a fait nos produits, j'en ai ramené, je pourrais vous montrer tout à l'heure, c'est de trouver les bonnes personnes et passer à la phase de scale-up. Alors là, on passe à une autre phase, ça change la typologie, au démarrage, vous êtes une dizaine, 15 maximum, c'est sympa, mais quand ça devient du business et que ça devient un enjeu de survie, parce que les investisseurs sont plus là pour vous suivre, là, il faut faire des produits, des réels, des vrais produits, il faut les produire. Et souvent, comme ce sont des technologies de rupture qu'on a mis en place, on ne peut pas aller outsourcer ces technologies, comme vous l'avez pu le faire. Donc on a été obligé de créer nous-mêmes nos technologies pour fabriquer les nouvelles technologies. Ce qui crée une deuxième phase d'enjeu, puisque à Lyon, nous avons créé cette usine de production, 1500 m² de production, 15 millions d'euros d'investis, sur des chaînes technologiques qui, on ne savait même pas si ça allait marcher. Et c'est là, par exemple, on est allé voir le CEA, à Grenoble, que je connais bien, qui pour le coup nous a aidé à réfléchir à comment optimiser cette ligne de production. Mais pas que le CEA, on est aussi allé voir des entreprises privées, comme MGA Technologies, dans la région lyonnaise, qui eux avaient un savoir-faire d'upscale. Donc c'est en fait l'accumulation de plusieurs partenaires clés qui vont donner lieu à de l'innovation de rupture à chaque phase de développement de l'entreprise. Quand on a préparé Thibaut, j'ai noté un des mots. Vous avez évoqué peut-être parfois la méconnaissance de la réalité industrielle des chercheurs. Est-ce que vous pouvez étayer un petit peu Je ne vais pas hésiter, d'autant plus que étant moi-même ancien chercheur, je vais pouvoir dire certaines choses sans langue de bois. Alors, Netri est copilote de la filière française des organoïdes et des organes sur puce, qui fait partie du contrat stratégique du filière. Et à ce titre-là, on fédère avec les acteurs académiques, donc CNRS, INSERM, CEA, l'ensemble de cette filière. Et ce qu'on constate, enfin en tout cas ce que je constate, c'est que souvent, le chercheur va avoir l'intuition que sa découverte est extraordinaire, et elle est souvent le cas. Mais parfois, elle n'est pas en adéquation avec la réalité produit du marché. Et donc c'est là où je dis qu'il y a un continuum à avoir entre la recherche fondamentale qui est extrêmement nécessaire et indispensable, et la recherche industrielle, c'est-à-dire écouter les besoins des industriels pour les traduire en produits. Alors je veux bien, moi mes premiers produits quand j'étais au CNRS, c'était des petites puces de Renditu, et aujourd'hui on a créé des produits qui sont sur des standards industriels qui sont acceptés par l'industrie pharmaceutique. Et donc souvent, là où c'est un peu compliqué de faire entendre aux chercheurs que son produit est son innovation est très bien, mais que la transformation à l'étape industrielle peut être lourde, complexe, parfois impossible, et souvent là il y a des moments de friction.
comme je disais tout à l'heure, l'accès aux cellules souches, où il y a des magnifiques cellules qui sont faites dans les laboratoires à l'échelle du prototype, mais quand il faut le passer à l'échelle industrielle, où il y a vraiment du quality control à faire et de manière répétitive et reproductible, là il y a un effort et souvent c'est pas très bien compris, donc des tensions de friction. La plupart du temps ça se passe bien. Merci. Alors, bon, le ministre est parti. Du coup, on va vous donner la main sur les orientations de la recherche publique et les dispositifs de soutien à la recherche partenariale. Messieurs, vous êtes ministres. Quelles seraient vos priorités si vous aviez le pouvoir de décider? Allez, Fabrice, Cyril plutôt. Excusez-moi, je vous laisse démarrer. Non, enfin moi je pense 3 messages. Hein. Le premier sur les dispositifs d'aide. Je pense que le premier message, c'est vraiment arriver à concentrer les aides. Moi, quand je vois le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant on est prêt à vous aider, on peut vous aider pour faire un diagnostic cyber, pour faire un bilan carbone, pour faire un truc, voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui est là pour m'aider que de personnes qui sont à l'intérieur pour bosser. Chez AEVA, le bureau d'études, c'est un peu plus de 20 personnes, hein, c'est pas gigantesque. Donc, arriver à concentrer les aides et faire vraiment utiliser les dispositifs qui marchent. On parlait tout à l'heure de choses qui marchent, vraiment capitaliser dessus et continuer. Moi, je réinsiste sur un dispositif que je trouve particulièrement efficace, c'est le fonctionnement du CORAC, donc le Comité pour la recherche aéronautique civile, avec le dispositif CORAC PME. Pourquoi ? Parce qu'il nous force à dialoguer avec nos clients, et un des éléments fondamentaux avant d'avoir du financement, c'est avoir la garantie par les clients que le marché est là et que le besoin existe. Ils nous permettent de rentrer en contact donc, avec l'ensemble des acteurs et à bâtir de la recherche partenariale avec les bons acteurs sur les bons domaines. Et puis, c'est des montants qui sont significatifs. Là, pour AEVA, je parlais de 3 à 4 millions d'euros avec une subvention à 50%. C'est vraiment un élément déclencheur et sans ce dispositif, on ne l'aurait pas fait en fait. Donc, capitaliser sur ce qui marche et surtout se focaliser sur les dispositifs efficaces avec du retour d'expérience et éviter d'avoir du saupoudrage et des choses d'un petit peu partout. Le deuxième message, mais ça rejoint, je pense, un peu ce que tu t'as exprimé, c'est aussi pas négliger les phases d'industrialisation et les process de production qui sont fondamentaux. En fait, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur la R&D très amont pour faire des prototypes, des choses très très innovantes, mais quelque part, il y a une courbe en S et le gros des dépenses et ce qu'il faut arriver à franchir, c'est la phase d'indus qui nécessite beaucoup de financement, avec des process qu'il faut maîtriser, parce que derrière on parle de fiabilité, de répétabilité, de tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut vraiment aussi ne pas oublier cet indus et ces process quand on parle de financement de la R&D. Et le troisième message qui va peut-être s'éloigner, je n'ai pas du tout l'objectif de faire de la politique, mais c'est que j'ai vécu plusieurs choses en fait. J'ai vu, AEVA a été propriétaire d'un groupe anglo-saxon, donc Megit, qui n'a pas fait d'investissement pendant quasiment 10 ans, et est maintenant propriétaire de la famille Perrier, donc d'une ETI familiale, avec une personne, François Perrier, qui se sent vraiment investi d'une mission de réindustrialiser la France et qui injecte, au global, sur le pôle aérodéfense, on a investi un peu plus de 10 millions en 3 ans. Et c'est un choix personnel, en fait. Ils ont plus de 50% dans l'entreprise. Et je pense qu'en France, pour faire de la R&D, il faut des financements, il faut des personnes qui investissent à titre personnel. Et je pense quand on a la chance comme ça d'avoir une ETI familiale avec des personnes qui sont investies, qui sont prêts à mettre des deniers personnels dans l'aventure, c'est extrêmement important. Il faut surtout les encourager et pas les faire fuir. Voilà. Merci Cyril. Fabrice, même question. Vous êtes ministre. Merci pour cette proposition. Bon, c'est très compliqué hein, comme question. Déjà, je ne prendrai jamais le poste. Hein, c'est trop difficile. Alors... En revanche, donc, je suis très content qu'il y en ait qui le fassent. Hein. Moi, mon avis simple, c'est que je trouve que la partie recherche est beaucoup trop monétisée. On se marche sur les pieds entre la recherche privée et la recherche publique. On est en compétition et on dépose des brevets pour se protéger. J'aimerais, si c'était le cas, qu'on puisse trouver des axes stratégiques majeurs qui, pour moi, sont liés au dérèglement climatique et à la captation du CO2. Je vais vous donner un exemple.
il y a en gros 2000 entreprises en France dans le bâtiment qui passent leur temps au niveau R&D à essayer de trouver des solutions bas carbone. Et on pourrait essayer de tous se mutualiser et mettre au minimum 50% de l'argent qui est dépensé par tous pour ça, même au niveau R&D, pour essayer de trouver une solution pour séquestrer ce carbone qui est émis au niveau des cimenteries. Ça génère entre 6 et 8% de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Et donc c'est un enjeu très important. Et pour le bien de tous, c'est encore des industries lourdes qui nous restent en France et qui permettraient de sécuriser l'enjeu. Voilà. C'est un exemple. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres sur la biodiversité, sur le recyclage des matériaux. Et c'est un vrai enjeu. On génère énormément de déchets. Vous pouvez regarder les poubelles que vous avez, que vous remplissez, que vous mettez tous les matins sur le bord de la route. La quantité de déchets qu'on génère, qu'on n'arrive pas à réutiliser, est énorme, quoi. Donc on pourra avoir des actions pour simplifier le réemploi dans les matériaux déjà existants et de créer ces filières ensemble, puisque je reprends la proposition de Cyril, qui expliquait en fait que la R&D, c'est une partie de la problématique. Et si on regarde jusqu'à la fin d'un produit, l'industrialisation et la commercialisation, la R&D représente 5% en moyenne. Voilà. Donc c'est tout petit par rapport à tous les investissements qui sont nécessaires. Et souvent, alors qu'on a de la R&D fantastique, je pense qu'on a tous les scientifiques, tous les laboratoires, on a tout ce qu'il faut. Il faut qu'on mette un peu plus d'humain dans la boucle et de bien choisir les sujets. Quand on pense que les enfants qui naissent aujourd'hui, à 2100, ils auront 70 ans et ils vont vivre minimum plus 4 degrés. Voilà. Donc comment on fait pour travailler tous ensemble pour limiter ça ou se prévenir de ce risque ? Quand on avait préparé, vous m'aviez évoqué aussi le manque d'éléments pour éclairer la direction des transitions. Voilà. Alors, donc, sur cette partie sciences humaines, je pense qu'on est très axé technologie et on devrait aussi mettre dans la boucle la partie sciences molles, comme on dit, pour mieux nous orienter, mieux nous diriger vers ce qui est réellement attendu et par les gens, de quoi on a besoin pour vivre et qu'on sache, qu'on nous fournisse ces informations. On ne se trompe pas. Voilà. Thibault, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit et quelles seraient vos priorités à vous ? Sans être ministre, mais moi ce que je constate, c'est un peu de manque de pragmatisme et un peu de manque de réalité. Aujourd'hui, quand vous êtes un industriel pharmaceutique ou soi-disant vous avez plein d'argent, vous allez voir les chercheurs français, vous êtes perdus. Chacun œuvre un peu pour lui, parce que c'est très orienté, c'est très perso quand même. Et donc du coup, il y a un foisonnement de technologies accessibles et c'est compliqué. Alors je pense que le problème ne date pas d'hier. Mais moi, si j'étais ministre, en tout cas, je mettrais des priorités et je n'hésiterais pas à nommer des champions. Ce que je reproche un peu, je l'ai vu dans les politiques globales, c'est on saupoudre. Alors que dans d'autres pays, ils n'hésitent pas à prendre des paris, alors qu'ils sont bien choisis, réfléchis, pas de copinisme, mais évidemment créer des champions, dire ok, bon, cette personne-là est en charge de cette thématique, et donc du coup, quand on veut aller discuter, on va discuter avec cette personne-là. Et ça, je pense que c'est un peu le principe de réalité. Et nous, quand on est jeune industriel, d'aller faire le tour de tous les labos de France, c'est long et c'est pas ce dont on souhaite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la recherche partenariale, il me semble que l'idée, c'est de faire 1 + 1 = 3. Et le problème, il n'est pas dans les 2-1, il est dans le plus. Et là, il y a un sujet fondamental de comment est-ce qu'on fonctionne, et c'est très vrai en France. Pour peu d'avoir vécu aux États-Unis, c'est assez simple de créer des consortiums. Ce qui est magnifique, ce qu'on a à la BPI, on a cet instrument qui est génial, où on peut forcer des consortiums et les créer from scratch. Quand on a une bonne idée, c'est pas si simple. Et bien moi, je trouve que le plus devrait être porté par un certain nombre de pouvoirs publics. On parlait tout à l'heure de la difficulté de créer des... Tout de suite, on parle mais en fait, il faut, je pense, arrêter de dire que grâce aux partenariats publics-privés qui sont essentiels, la recherche publique va pouvoir se financer, en partie. Comme vous l'avez dit, c'est plus tard.
C'est bien après. Et au contraire, il faudrait libérer complètement les capacités de travailler ensemble et après parler des considérations économiques une fois qu'on a montré qu'il y a vraiment un marché. Ça, je pense que ça libérerait beaucoup de partenariats publics-privés et de faire des consortiums qui soient vraiment dans le plus, comme je disais tout à l'heure. Merci. Alors, si on résume, il y a trois grandes idées, la mutualisation, la championnisation, on évite le saupoudrage. On s'était dit, lorsqu'on a préparé, que ça serait bien qu'on ait un petit peu de temps pour prendre des questions dans la salle pour réagir par rapport à ces propositions de nos 3 futurs ministres. Donc on a le temps de prendre 1 ou 2 questions. Je vous demanderai de lever la main, si vous avez une question, de dire qui vous êtes, et puis de poser la question à un de nos 3 témoins. Qui veut se lancer? Allez, je vais jusqu'à vous. Je ne suis pas sûre. Bonjour, moi-même je travaille dans la santé, dans la recherche, plutôt chirurgien, et on travaillait beaucoup aussi au Royaume-Uni, donc je connais très très bien ces problèmes et le partenariat public-privé que je vois qui existe partout, c'est surtout changer la mentalité, je pense, qui est très important, plutôt que de dire que ce sont les politiques publiques où on tape un peu trop dessus, à mon avis. Ce que je voulais vous poser une question à vous 3, Monsieur, vous travaillez à Sika pour le béton, vous avez fait appel à un ingénieur qui venait, je crois, de Pennsylvanie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a des pépites d'or en France, il y a beaucoup d'entreprises, designers, et j'ai cru comprendre par rapport à tout ce que vous avez dit, les compétences, il faut aller les chercher. Et très souvent, vous travaillez en silo, donc vous ne savez pas où trouver les compétences. Elles existent. Et elles sont brillantes, brillantissimes. Et monsieur, pour les cellules souches, puisque ça m'intéresse, c'est quand même un domaine que je connais très très bien, et vous avez dit que vous avez acheté des cellules à l'étranger, ce qui est très paradoxal et qui touche à un domaine très particulier, puisque les cellules, il faut vraiment éviter. Le process est très important, pourtant, encore une fois, ça existe. Et moi, j'ai l'impression qu'à travers tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très mal informés. Je pense qu'il y a plusieurs couches administratives, on ne sait pas où trouver toutes les réponses. Le problème de scale-up dont vous avez dit, il est très mal diffusé aux gens. Vous êtes très présent dans les salons, et dans les mêmes salons, on ne voit pas beaucoup d'académiciens et de personnes compétentes qui n'assistent pas à ces salons. Le dernier en date était IA et Santé. Je peux vous dire que la plupart des gens qui sont experts, ils étaient experts dans la tech, dans les entreprises, mais pas les compétences où vous pourriez les trouver. Donc à mon avis, l'horizontalisation n'existe pas et je pense que c'est ce qui manque en France. Un petit rappel tout bête, vous allez à l'université de Cambridge University au Royaume-Uni, vous avez le bâtiment d'AstraZeneca qui est accolé. Vous allez à Séoul, vous avez les hôpitaux financés par Samsung, donc il n'y a aucun problème. Le reset qu'il faut faire en France, c'est que pendant longtemps, on pense que les big pharma, c'est mal. Il y a le complotisme et le narratif médiatique qui n'aident pas. Et moi, j'espère que vraiment, il faut qu'on parle ensemble, qu'on soit présent, mais les compétences existent. Il y a des financements que la plupart des petites ETI et PME ne connaissent pas très très bien parce qu'il y a un manque de diffusion. Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il y a eu plusieurs éléments. Thibault ? Oui, je vais répondre rapidement. Alors, vous avez raison, madame, sur plein de points. Et sur la stigmatisation des grandes industrielles pharmaceutiques, c'est clair. On a aussi des champions en France. Et dans le domaine de la santé globalement, dont l'opinion publique peut avoir parfois des mauvaises images pour des histoires relayées par les médias. Indépendamment de ça, il y a effectivement des accès. Nous, en tant que jeune entreprise, on est accompagné par la French Tech, par tout un BPI, donc on connaît évidemment tous les mécanismes de financement, tel point que Métri, aujourd'hui, je ne peux même plus postuler à BPI tellement on est subventionné. Donc ça, on connaît bien. En revanche, sur l'accès aux cellules souches, sachez que c'est un problème réglementaire. Donc aujourd'hui, la RGPD nous empêche de fabriquer des biobanques en Europe. Les choses sont en train d'évoluer. Pour
pour des applications in vitro, évidemment, pas pour toutes les applications hétérogènes, mais c'est en train d'évoluer. On y travaille au sein de la filière, avec des sénateurs au niveau européen, pour qu'on puisse avoir des cellules souches françaises, et en partenariat avec le FS, avec l'INSERM, avec le CNRS, qui nous donnent les technologies pour le faire. Et nous, à nous de les industrialiser par la suite.